La reine laissa tomber sur la neige une autre goutte de sa bouteille, et au même instant, voilà qu'apparut une boîte ronde, fermée par un ruban de soie verte. En l'ouvrant, Edmund vit qu'elle contenait plusieurs livres des meilleurs loukoums. Chaque morceau était sucré et moelleux jusqu'au milieu. Edmund n'avait jamais rien goûté de plus exquis. Il avait très chaud maintenant, et il se sentait très bien. Pendant qu'il mangeait, la reine ne cessa de lui poser des questions. Au début, Edmund essayait de se rappeler qu'il était grossier de parler la bouche pleine, mais il l'oublia vite et ne pensa plus qu'à engloutir le plus de loukoum possible. Plus il en mangeait, plus il désirait en manger, et pas une seule fois il ne se demandait pourquoi la reine était si curieuse. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. Donc la dernière fois, on a laissé Edmund et la sorcière en pleine conversation. Et la sorcière voulait savoir si Edmund était humain, et Edmund n'avait pas compris sa question. Alors on va lire le résumé du chapitre 4 pour savoir ce qui s'est passé ensuite, au cas où vous ne l'auriez pas lu vous-même. Donc chapitre 4, les loukoums. La reine découvre qu'Edmund est un enfant humain. Alors qu'elle avait d'abord pris un air menaçant, elle devient soudain très attentionnée et invite Edmund à s'asseoir sur son traîneau. Elle fait apparaître par magie une boisson chaude et une boîte de loukoum. Pendant qu'il mange goulûment, la sorcière lui pose de nombreuses questions. Sans méfiance, Edmund lui apprend qu'il y a 4 enfants dans sa famille, ce qui semble l'intéresser particulièrement. Il lui dit également que Lucie est déjà venue à Narnia et qu'elle a rencontré un faune. La reine demande à Edmund d'amener son frère et ses sœurs à Narnia et lui promet qu'en échange, il recevra d'autres loukoums et lui succédera un jour. De retour au Réverbère, Edmund rencontre Lucie qui vient de voir son ami Monsieur Tumnus. Lucie est ravie qu'Edmund ait découvert Narnia et se réjouit à l'idée d'en faire part aux autres pour qu'ils puissent vivre des aventures ensemble. Les loukoums, ces fameux loukoums, je trouve très drôle. Il y a eu une tendance sur les réseaux de gens qui pensaient, qui imaginaient que les loukoums c'était absolument extraordinaire à cause de ce livre et qui se filment en train de déguster des loukoums pour la première fois en s'imaginant que ça doit être la chose la plus merveilleuse du monde et beaucoup sont déçus. Je vais pas dire que les loukoums c'est mauvais, peut-être que les loukoums qu'ils avaient trouvés n'étaient pas extraordinaires, mais en tout cas que c'était peut-être pas aussi bon que ce que le livre présentait. Je pense que, encore une fois, tu te souviens, on avait dit qu'on était en période de tickets de rationnement et les gens ne pouvaient pas manger ce dont ils avaient envie, ils étaient rationnés en tout et notamment en sucre et ils avaient même faim des fois et je crois que c'est un dessert qui est très riche en sucre et donc pour nous ça peut nous paraître un peu écœurant mais je pense que quand on manque de tout, peut-être ça peut faire envie au moins au début. Oui, et puis c'est un nom exotique, c'est quelque chose qui donne envie, c'était sûrement des produits peut-être importés. On est encore une fois sur sur ce quelque chose qui fait rêver. Et je trouve très intéressant de comparer ce qu'a mangé Lucie avec ce que mange Edmund, parce qu'on parlait des parallèles, et là on continue avec les parallèles qu'ils ont eu un petit encas lors de leur première visite, et on a Lucie qui mangeait des choses simples, bonnes, et qui étaient présentes lors de la guerre. On a le thé, on a les sardines, on a un gâteau au sucre, il me semble, un gâteau à la crème et au sucre fait par Monsieur Tumnus, qui étaient des choses que les enfants pouvaient connaître, pouvaient manger lors de la guerre et des rationnements, et là on a quelque chose qui paraît utopique mais qui n'a pas du tout le même effet. Donc Lucie se contente et aime ce qu'elle avait et Edmund ne se contente pas de cette nourriture
un peu fantasmé, chimérique. Oui, et puis il y a aussi l'idée qu'en fait, il ne s'arrête pas, voilà, il en mange énormément, hein. Le texte en français, c'est peut-être pas très clair pour nous parce que on parle de plusieurs livres. Alors les lecteurs français ne voient peut-être pas ce que ça veut dire, mais en fait, une livre, ça fait 500 grammes, hein. Donc plusieurs livres, ça fait des kilos en fait. Il en a mangé énormément. Et donc c'est normal qu'il se soit senti mal à la fin du chapitre, hein. Alors évidemment, l'explication, c'est que ce sont des loukoums magiques, hein, qu'on ne peut plus s'arrêter d'en manger une fois qu'on a commencé, hein, et on peut même en mourir. Et on peut imaginer que si ces loukoums n'avaient pas été enchantés, Edmund n'en aurait pas mangé autant. Mais je crois qu'ici aussi, c'est une illustration de l'addiction, en fait, hein, de l'addiction à la drogue, à l'alcool, où on trouve le même mécanisme. On sait que c'est mauvais, on peut pas s'arrêter, on peut même en mourir, mais on peut pas s'empêcher d'en manger. Je pense que voilà, il y a cette idée-là derrière aussi. Complètement, et il y a non seulement cette réalité physique, réelle, mais il y a aussi, j'ai l'impression, cette réalité plus spirituelle, plus émotionnelle, du mécontentement, de l'incontentement. Oui. Le contentement comme une vertu, d'aimer ce qu'on a, d'apprécier ce Oui. qu'on a, et d'être dans la reconnaissance. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec Lucie. On voit ce temps dans le chapitre avec le faune absolument charmant, où tout est joli, tout est bien fait, et il lui joue une mélodie et elle est repue, et il y a aussi une part d'ombre, mais elle est vraiment dans un moment où on l'envie, où c'est un moment où il y a ce contentement des choses simples et savoureuses, et là on est dans l'incontentement constant, où on le voit, il y a un moment où c'est dit, c'est assez marquant, où en gros il avait l'air ni beau ni intelligent, tellement il est rouge et pâteau de se goinfrer de ces choses tellement fortes en sucre et qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Et je pense qu'en effet il y a cette réalité des addictions, mais il y a aussi cette réalité spirituelle de ne pas réussir à s'arrêter de consommer des choses. Et dans une société de surconsommation, certes matérielle, mais aussi émotionnelle, spirituelle, on est appelé à se poser la question de comment est-ce que je consomme, et est-ce que je consomme me sustente assez pour pouvoir être contenté à la fin de ma consommation. Et je trouve ces parallèles très intéressants à tellement de niveaux différents. Oui, c'est une idée que CSEO se développe ailleurs, dans ses essais notamment. T'as raison, tout à fait. Alors, t'es parti sur les loukoums, mais j'aurais quand même voulu qu'on revienne un tout petit peu sur le début de la conversation, parce que on a ce parallélisme dont on a parlé la dernière fois, avec des ressemblances et en même temps des oppositions qui continuent. Si on compare la conversation que Lucie avait avec le faune et la conversation que Edmund a avec la sorcière blanche, on va retrouver donc ces éléments, donc d'une part de ressemblance, hein. Alors on a vu la dernière fois que ils avaient tous les deux commencé par poser la même question. Le faune et la sorcière avaient tous les deux demandé à l'enfant s'il était humain. Et au début du chapitre 4, ça continue parce que, par exemple, la sorcière utilise la même formulation que le faune. Elle demande à Edmund s'il est un fils d'Adam, alors que le faune avait demandé à Lucie si elle était une fille d'Ève. Et en même temps, on a tout de suite aussi l'opposition, puisque le faune s'était adressé à Lucie en des termes très respectueux, comme si elle était une reine. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, il disait « Oh, Lucie, fille d'Ève, du lointain pays, de chambre d'amis, etc. » Alors que la sorcière, elle commence par le traiter d'idiot. Oui, on est sur un humour beaucoup plus caustique. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on garde cette trempe d'humour. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Demanda de nouveau la reine. Êtes-vous un nain géant qui a coupé sa barbe ? Non, votre majesté, répondit Edmund, je n'ai jamais eu de barbe, je suis un petit garçon. Et on peut imaginer les enfants s'esclaffer, même les adultes, c'est assez drôle d'imaginer que tous les enfants sont des nains rasés. On a ces mêmes schémas d'humour, ces mêmes mécaniques humoristiques, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus cru, de beaucoup moins bon enfant. Et je trouve intéressant. On reste encore une fois dans cette
dans ce parallèle à la fois la même chose et à la fois complètement inversé. Et c'est très intéressant. Alors si on continue sur les parallélismes, le faune et la reine mentionnent tous les deux le monde des humains dans la conversation. Juste la sorcière quand même est plus au courant que le faune puisqu'elle comprend tout de suite ce qu'est une armoire. Et puis on a aussi quelque chose qui ressemble dans le sens que Tumnus commence à dire quelque chose avant de se raviser et la sorcière est sur le point de faire quelque chose avant de se raviser. Enfin, on imagine qu'elle veut le transformer en pierre avec sa baguette. Alors Edmund ne devine pas ses intentions, il imagine juste qu'elle va faire quelque chose de terrible. Le texte nous dit que les yeux de la reine lancent des flammes et qu'elle brandit sa baguette. Et donc, bien sûr, le lecteur, lui, comprend, puisque Tumnus avait dit que la sorcière changeait les gens en pierre. Et il avait même mentionné une baguette. Donc, on ne sait pas si Lucie a raconté tous ces détails à ses frères et sœurs, mais on peut imaginer que oui. Quelque chose que je trouve très intéressant dans ce parallèle, c'est une qualité qui est beaucoup dans la Bible, qui manque à cette sorcière, c'est l'humilité et la considération de l'autre. Dans le sens où le faune, alors peut-être qu'il a un petit souci d'estime de lui, mais il est beaucoup dans la reconnaissance de Lucie. En effet, tu l'as dit, il est plein de révérence pour Lucie, il la traite avec tact, avec amour, il l'invite chez lui, il lui donne à manger, enfin, s'il avait voulu la kidnapper, il aurait pu le faire de manière beaucoup plus rude et violente. Il dit « Je suis navré, je ne connais pas cette géographie, j'aurais dû plus écouter. C'est pas « tu viens d'un coin paumé, je connais pas où c'est « pardon, je n'ai pas assez travaillé ma géographie, je ne sais pas d'où tu viens. » Et donc il traite l'autre comme plus grand que soi. Et par contre, la sorcière, elle est odieuse avec Edmund. Même elle se parle à elle-même devant lui sans penser qu'il pourrait pas faire 1 + 1 = 2. Alors pour le coup, il n'entend pas, il n'arrive pas à faire le lien avec ce qu'elle dit, mais elle ne le traite avec aucun égard. D'ailleurs, elle dit « appelle-moi majesté », elle n'est pas la reine. Elle usurpe cette identité, mais elle la proclame pourtant, et elle traite Edmund vraiment comme moins que rien. Elle a aucun égard pour qui il est, pour son intelligence ou pour quoi que ce soit, et je trouve très intéressant comme aspect à quel point c'est malsain cette dynamique. La dernière fois, on avait parlé des parallélismes avec le conte La Reine des Neiges, donc le conte écrit par Hans Christian Andersen en 1844, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon nommé Kay qui rencontre la Reine des Neiges, et on avait vu qu'elle l'embrassait pour lui faire oublier le froid. Et alors ici, la sorcière ne donne pas à Edmund un baiser enchanté qui lui fait oublier le froid, mais elle le réchauffe aussi de 3 manières différentes. Donc elle le réchauffe d'abord avec la fourrure, ensuite avec la boisson, et puis ensuite avec les loukoums. Et il y a vraiment une insistance sur cet aspect-là dans le texte. On a le terme, par exemple, elle l'enroule chaudement dans la fourrure. Ensuite, on dit qu'elle propose une boisson chaude, et le texte dit « Edmund se sentit beaucoup mieux dès les premières gorgées de cette boisson brûlante. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais goûté auparavant, très sucré, mousseux et crémeux, et cela le réchauffa jusqu'aux orteils. » Et puis, quand elle lui propose les loukoums, le narrateur commente « Il avait très chaud maintenant et se sentait bien. » Donc, il y a vraiment ce parallélisme avec la sorcière qui le réchauffe. Alors en tout cas, on voit des conséquences très négatives, hormis le fait qu'il se sent mal, parce qu'il a mangé trop de loukoums, mais on voit aussi des conséquences très négatives sur son comportement, parce que pendant qu'il mange, la sorcière lui pose plein de questions, et lui a perdu toute méfiance. Au début, il n'avait pas trop envie de s'asseoir sur le traîneau, mais là, il a absolument plus du tout peur d'elle. Et donc elle lui demande de faire venir son frère et ses sœurs à Narnia. Et puis elle lui promet d'autres loukoums, elle lui dit qu'elle aimerait faire de lui son héritier, elle le flatte, elle lui dit qu'il est le jeune homme le plus intelligent et le plus beau qu'elle ait jamais rencontré. Et puis bon, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, le narrateur dit qu'en fait pas du tout. Et en fait, elle joue sur des motivations intérieures qu'il a.
Par exemple, comme il n'est pas très motivé pour faire venir ses frères et ses sœurs, elle lui parle d'en faire ses courtisans. Donc elle joue sur son désir de dominer les autres, qu'on avait déjà vu. Et puis, elle lui demande aussi de garder tout ça secret. Et elle lui dit, si votre sœur a rencontré l'un des faunes, elle aura peut-être entendu d'étranges histoires à mon sujet, de vilaines histoires, à cause desquelles vous aurez sans doute peur... Non, pardon, à cause desquelles elle aura sans doute peur de venir me voir. Les faunes disent n'importe quoi, vous savez. Et maintenant, donc elle remet en doute aussi ce qu'il a déjà entendu. Et je trouve que dans toute cette scène, il y a des comparaisons très intéressantes avec Genèse 3 dans la Bible, la scène de la tentation de Ève Oui, par le justement, j'avais serpent. très envie d'en parler. On voit que que la sorcière, puisqu'elle n'est pas reine, elle usurpe ce titre, joue sur les pires côtés d'Edmund. Et ce que je trouve assez intéressant dans Genèse, c'est le serpent qui va tenter Adam et Ève. Donc pour l'histoire, Dieu a mis tout à disposition des humains, ils n'ont pas à travailler, enfin que d'Adam et Ève, parce que dans Genèse 3, il y a encore que Adam et Ève. Et il leur dit, tout est à votre disposition, vous pouvez profiter de la nature, mais pas cet arbre. Cet arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'avez pas le droit d'en manger. Et si vous en mangez, vous mourrez. Et le serpent vient tenter Ève en disant, non, mais il faut que tu le manges, c'est Dieu qui te prive d'un savoir, il veut vous contrôler, mange ce fruit, tu ne mourras pas, c'est un mensonge, etc. Et donc Ève mange ce fruit, Ève donne le fruit à Adam pour le manger. D'ailleurs, c'est très intéressant, on parle du péché d'absentéisme d'Adam. C'est Adam quand il était encore seul, enfin en tout cas quand Ève était qu'une côte, qui a reçu l'ordre de ne pas manger de cet arbre, et on ne sait pas où est Adam dans ce texte. Adam brille par son absence et accepte très passivement de manger le fruit, donc on imagine souvent que c'est de la faute d'Ève, mais la faute est partagée, puisque Ève a accepté, mais Adam n'était pas là pour l'aider, pour l'encourager, et le couple, en tout cas la formation, c'est intéressant, c'est de se dire on se soutient, on fait les choses ensemble, et donc Adam n'a pas rempli sa part du contrat. Le péché de passivité, on va pouvoir le revoir plus tard dans l'histoire. Mais le serpent, dans le jardin d'Adam et Ève, joue sur la naïveté d'Ève. Là, la sorcière joue sur les pires côtés d'Edmund. Non seulement elle lui fait des promesses, qui appellent son côté de soif de pouvoir, d'être le roi et ses frères et sœurs que ses courtisans, alors que c'est le troisième dans la fratrie. Et même à ça, il répond ils ne sont pas très intéressants, objecte Edmund, et de toute façon, je pourrais toujours les amener un autre jour. Le dédain sans fin qu'il a face à ses frères et sœurs, où il n'a aucun respect dans ce passage pour qui ils sont, pour ce qu'ils pourraient apporter, c'est vraiment presque des parasites, comme il en parle. Et oui, je trouve assez intéressant, assez triste, Genèse 3 qui joue sur la naïveté, sur ces humains qui n'ont pas encore péché, qui n'ont pas encore commis de faute, et après ce moment qu'on appelle la chute, le tentateur ou la tentatrice dans ce texte qui joue sur les pires aspects du cœur humain. Et ça, c'est un sujet qui est très important dans toutes les histoires, mais on le voit beaucoup chez C.S. Lewis et aussi chez Tolkien dans ses œuvres, vraiment le besoin actif de se battre contre ses faiblesses et contre ses parts d'ombre. Ça, je trouve assez extraordinaire. Et les deux le décrivent extrêmement bien. Et je trouve ce texte perturbant parce que à la fois on a du dédain pour Edmund, enfin il est vraiment particulièrement odieux dans ce passage, mais à la fois est-ce qu'on serait tellement beaucoup mieux, dans le sens où on aurait une personne qui paraît très puissante, qui arrive en face de nous et qui nous propose les désirs les plus noirs de notre cœur, comment est-ce qu'on réagirait? Et je trouve que Edmund est très doux amer là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on l'aime pas, mais qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir Edmund dans le miroir? Donc c'est une scène de tentation, et moi je trouve ça très frappant de voir encore une fois le nombre de ressemblances qu'il y a entre le texte de Genèse chapitre 3 et la tentation ici. Tu disais que c'était différent au niveau des motivations, mais en fait, si on regarde bien, il y a quand même quelque chose qui est commun.
Notamment ici, le serpent promet à Adam et Ève que s'ils mangent le fruit, leurs yeux s'ouvriront et ils seront comme des dieux, dans le sens qu'ils pourront décider eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, en fait, il leur propose le pouvoir, il leur propose d'être comme des dieux. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose aussi le pouvoir de devenir roi, d'être plus au-dessus de ses frères et sœurs. Et puis, il y a aussi une ressemblance, bien sûr, avec le moyen qui est utilisé, puisque dans les deux cas, c'est quelque chose qui se mange. Et dans les deux cas aussi, il y a un aspect, un goût très attrayant. On a vu que dans le texte, la coupe est ornée de pierres précieuses, et puis voilà, la façon dont c'est décrit, c'est très, voilà, un goût très très délicieux. Et puis pareil pour les loukoums, Edmund n'avait jamais rien goûté de plus exquis, et puis c'est présenté aussi dans une boîte ronde fermée par un ruban de soie verte. Et dans le texte de la Genèse aussi, quand Ève regarde le fruit, qu'est-ce qu'elle dit? Donc c'est au verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc on a vraiment, encore une fois, ici un parallélisme dans les deux cas, sur l'aspect, la forme de la tentation, et puis ce qui est promis, les conséquences. Et on revient sur l'idée de l'incontentement, et c'est ça que je trouve assez extraordinaire, parce que le jardin d'Éden est vraiment présenté comme le plus bel endroit possible et imaginable. C'est-à-dire qu'il y a une nature en abondance, avec tout ce que pourraient souhaiter les humains. Ils n'ont pas à travailler la terre pour qu'elle produise. C'est vraiment décrit avec beaucoup de poésie. C'est un endroit qui fait envie, un endroit parfait. Mais elle veut ce fruit. Enfin, en tout cas, elle est tentée par ce fruit. Un fruit parmi des milliers d'autres arbres qui doivent sûrement être chacun plus délicieux les uns que les autres, avec des couleurs chatoyantes et quelque chose de beau, mais l'être humain veut ce qu'il n'a pas. Et dans la Genèse, et dans ce texte, on voit cet incontentement qui est toujours présent. Et c'est la nature humaine. Et c'est triste, mais c'est vrai. Et on le voit dans ce texte, et parfois ça fait du bien de se voir dans le miroir un peu autrement. On parlait dans les épisodes précédents à quel point les contes de fées peuvent faire du bien à l'âme. Dans beaucoup de sens, c'est des histoires qui font du bien, qui sont plaisantes à lire, mais aussi qui nous apprennent des vérités importantes et des vérités profondes. Et ce chapitre, et à plus forte raison, Genèse 3 évidemment, nous rappelle l'importance du contentement, de ne pas désirer plus que ce qui nous est sain, ce qui nous est bon. Il y a aussi des ressemblances dans la stratégie des deux tentateurs. Dans les deux cas, les tentateurs utilisent des mensonges ou des demi-vérités, et ils font semblant d'être bons. Le serpent, il dit Dieu a-t-il vraiment dit vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin? Et puis après, il accuse Dieu de mensonge. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Donc en fait, il essaye d'instiller le doute dans la pensée d'Ève. Et la sorcière blanche, elle fait pareil. Donc déjà, elle essaye de se faire passer pour une mère aimante. Elle nourrit Edmund, elle le protège du froid. Elle dit qu'elle veut faire de lui son fils. Elle rit, elle le cajole, nanana. Et en réalité, elle n'a bien sûr aucune intention de le faire roi, elle veut le tuer. D'ailleurs, dans le film, j'ai l'impression que c'est très bien représenté, parce qu'on voit la sorcière blanche qui est pas du tout à l'aise avec l'enfant, qui essaye d'être maternelle, mais Tilda Swinton joue très bien, parce qu'on voit que c'est pas naturel pour elle. Ouais. C'est une singerie d'affection, de chaleur humaine, et c'est très intéressant, c'est très bien joué. Évidemment, c'est aussi très bien écrit dans le livre, ce simulacre de relations humaines. On est vraiment dans un simulacre dans ce chapitre. Ouais, et puis le dernier parallèle que je vois entre ces deux textes, en fait, c'est que dans les deux cas, il y a une conséquence négative suite à... Une fois que les victimes ont cédé à la tentation, puisque Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit, eh bien... ils ont peur et ils ont honte, ils se cachent et ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils ont peur de Dieu. Et Edmund, lui, on voit qu'il devient négligent, qu'il parle trop et qu'il trahit à la fois ses frères et sœurs, et aussi le faune Tumnus, puisqu'il parle de lui et à cause de lui. Donc la sorcière saura que
il a aidé Lucie. Et donc dans les deux cas, on a une conséquence négative suite au fait de céder à la tentation. Un autre aspect que je trouve très intéressant dans la manière de s'exprimer de la sorcière blanche, c'est qu'elle n'a pas d'égard pour Edmund, mais elle n'a pas d'égard pour les enfants. Et on l'a vu déjà dans le tout début du livre, à quel point C.S. Lewis aime et estime les enfants. Il les estime pour qui ils sont, il voit leur intelligence unique, toutes les capacités, les dons qu'ils peuvent avoir, leur capacité d'évolution, le fait que c'est des personnes à part entière. Et là, on voit la sorcière blanche, mais vraiment les mensonges qu'on peut dire aux enfants quand on est fatigué, quand on n'a rien envie de faire et qu'on les traite comme des gens stupides. Là, je vois par exemple, quand il redemande des loukoums, elle dit « Je pourrais vous donner d'autres loukoums, je ne peux pas le faire maintenant, la magie n'agira pas une deuxième fois. Mais dans ma demeure, ce sera différent. » Elle est censée être une sorcière surpuissante, elle peut pas faire 2 fois des loukoums. C'est comme le mensonge de passer devant le parc aux enfants. « Ah non, on peut pas aller au parc, il est fermé. » Alors ça marche pour les 2-3 ans, mais peut-être pas un enfant de 9-10 ans. Et plus tard, elle dit « Venez dans ma maison, mais souvenez-vous, vous devez amener les autres, je pourrais être obligée de me fâcher très fort avec vous si vous venez seul. » On a ce vocabulaire enfantin forcé. Elle parle vraiment à Edmund comme s'il était stupide. Ouais. Et on voit à quel point c'est important pour C.S. Lewis de considérer les enfants comme des personnes, de leur parler avec intelligence, et on voit qu'il force le trait. Et je trouve que c'est très bien écrit de cette sorcière qui à la fois est trop dans ce côté enfantin, mais le pire du côté enfantin pour un enfant de 9-10 ans, qui joue à la maman, mais de manière pervertie. Enfin, c'est très bien écrit parce que c'est un peu... ça glace un peu le sang. Et donc voilà, visiblement, c'est une réécriture de la Genèse, mais c'est vrai que c'est adressé à des enfants aussi. On voit que C.S. Lewis écrit pour des enfants et il veut que les enfants puissent s'identifier aux personnages et que l'histoire soit attrayante pour eux. Et il utilise plusieurs moyens pour ça. On voit que, par exemple, alors que dans la Genèse, on a un narrateur qu'on appelle omniscient, hein, qui sait tout, et qui n'est pas impliqué lui-même dans l'histoire, dans l'histoire de Narnia, en fait, on vit l'histoire au travers des yeux des différents enfants. Et notamment ici, c'est Edmund. Hein. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans la tête de la sorcière. On voit tout au travers des yeux d'Edmund, et donc ça permet au lecteur de s'identifier au personnage et de vivre l'histoire comme s'il était à sa place. Et puis après, il y a plein de petites choses qui font que ça va parler à un enfant plus que le texte de la Genèse. Par exemple, le fait que l'objet de la tentation soit une sucrerie plutôt qu'un fruit. Le fait que la tentation, c'est pas de devenir comme Dieu, mais ou de connaître le bien et le mal, mais il y a une histoire de rivalité entre frères et sœurs, donc ça forcément ça parle à des enfants. Et puis le fait que les figures du bien et du mal soient un lion et une sorcière, hein, c'est plus facile à saisir que le concept de Dieu et de Satan. Hein. Donc on voit vraiment comment il a essayé de manière très réussie pour moi de réécrire cette histoire de la Genèse, mais pour que des enfants puissent la comprendre et pleinement s'y identifier. Oui, complètement, c'est très très bien écrit, c'est non seulement un outil pédagogique, mais un livre tellement agréable à lire, et c'est le don, je trouve, de certains auteurs, de C.S. Lewis, de Tolkien encore aussi, d'écrire des livres qui font du bien à l'âme, du bien à l'esprit, tout en étant ludique et agréable à lire. C'est très très bien géré, et oui, c'est la description de la nature humaine à toutes les étapes de la vie aussi. C'est vraiment oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre de littérature. Et encore une fois, je trouve que sur cette partie, le film l'a très bien dépeint. D'ailleurs, dans le film, je me rappelle cette scène qui me fait beaucoup rire. Dans le film, la reine dit non, ça va gâter ton appétit, comme si elle se préoccupait de savoir s'il allait bien manger le soir. Encore une fois, la fausse mère. Et donc le chapitre se termine avec les retrouvailles d'Edmund et Lucie une fois que la sorcière est partie.
Et on voit un grand contraste entre les deux. Hein. D'une part, on a Lucy qui est toute joyeuse, toute excitée, toute enthousiaste, elle est toute contente parce qu'enfin Edmund est arrivé à Narnia et puis elle pense qu'ils vont partager plein de choses. Et puis Edmund qui répond avec hargne. Et l'idée de s'excuser qu'il avait au départ a presque disparu. Hein. Il dit juste « Je te demanderai pardon si tu veux », mais ça ne va pas plus loin. Il s'arrête là, hein. Visiblement il n'est pas motivé pour le faire. Et ensuite, Lucy lui explique qui est la sorcière blanche. Et alors là, on peut penser à la réaction d'Edmund. Peut-être que c'est la première fois qu'il entend ces détails, puisque le texte dit « Edmund se sentait déjà mal à l'aise parce qu'il avait mangé trop de bonbons, mais quand il apprit que la dame dont il était devenu l'ami était une dangereuse sorcière, il se sentit encore plus mal à l'aise. Néanmoins, ce qu'il désirait toujours par-dessus tout, c'était de savourer une nouvelle fois ces loukoums merveilleux. » Et donc il répond « Qui t'a raconté toutes ces sornettes au sujet de la sorcière blanche ?»« Monsieur Tumnus le Faune, dit Lucy. »« On ne peut pas toujours croire ce que disent les faunes, déclara Edmund, en s'efforçant d'avoir l'air de les connaître beaucoup mieux que sa sœur. » Et là, on voit qu'en fait, il sait la vérité, mais son désir de loukoum est plus fort. Et au lieu de reconnaître qu'il a tort, il adopte le point de vue de la sorcière. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il reprend les termes de la sorcière. Parce que tout à l'heure, elle disait les faunes disent n'importe quoi, et là, il reprend ce qu'elle dit. Donc vraiment, il adopte délibérément son point de vue. On voit qu'Edmund a vite appris et se calque sur le comportement de cette sorcière, où on voit que son orgueil ressort, sa vanité ressort. Et moi, ça me fait de la peine pour Lucy d'avoir Edmund qui t'a raconté toutes ces sornettes au sujet de la sorcière blanche. C'est tellement condescendant pour cette pauvre Lucy qui s'est fait un ami, qui habite là, qui connaît les choses. C'est Lucy, la spécialiste de Narnia, entre guillemets, entre les deux. C'est la 2e fois qu'elle vient. Elle a entendu parler d'autres choses et même là, il n'arrive pas à faire preuve d'humilité, à découvrir aussi ce monde dans les yeux de sa sœur, mais il doit savoir plus qu'elle. Il doit pouvoir la piquer dans ce qu'elle sait, il doit pouvoir la remettre en question. Et je trouve ça blessant. Je pense qu'aujourd'hui, on parlerait de gaslighting. Je sais pas si tu connais cette expression. Oui. Voilà, de faire croire à la personne que ce qu'elle pense est faux, que ce qu'elle connaît est faux pour la mettre dans une situation d'infériorité. Et Edmund est assez fort à ça. Mais voilà, je trouve ça triste et on reste dans le comique, mais beaucoup plus grave encore une fois. Comme au début du chapitre où il y a la rencontre, on ne peut pas toujours croire ce que disent les faunes. C'est drôle parce qu'il en a jamais vu, il sait même pas ce que c'est. Il a pu peut-être l'avoir décrit dans les histoires de Lucy quand il pensait encore que c'était un mensonge, mais c'est drôle, il y a un effet comique, mais beaucoup plus grave que ce qui a pu être la première visite de Narnia. Dans cette visite, on n'a déjà plus le côté émerveillement du début, on est déjà dans la réalité, dans les difficultés, dans les tensions, dans qui dit la vérité. Ce n'est plus un univers d'enfant, entre guillemets. C'est déjà un univers avec des problèmes d'adultes, des problèmes graves, des questions de pouvoir, etc. Et là, on est aussi dans l'idée de la Genèse après la chute. On quitte cet endroit parfait, cet endroit où il ne faut pas travailler pour recevoir des merveilles, sa nourriture. Il suffisait d'être très enfantin dans le jardin d'Éden sur certains points, et après la chute, on est dans la réalité avec les jeux de pouvoir, les difficultés, les inquiétudes. Et là, malheureusement, on est aussi dans cet aspect. Le côté parfait, magique presque, a un peu disparu et on doit faire face aux réalités de ce monde. Un monde merveilleux, certes, mais un monde avec des problèmes. Je voulais faire une petite remarque aussi sur la traduction française, parce que là, elle n'est pas très exacte, sur la réaction d'Edmund quand il dit... donc en français, on a... Il était certain que les autres se rangeraient tous du côté des faunes et des animaux, or, lui avait adopté le parti de la sorcière. En fait, c'est pas exactement ce que dit le texte anglais, et c'est plus nuancé. En anglais, c'est « But he was already more than half on the side of the witch ». Donc littéralement, il était déjà plus qu'à moitié du côté de la sorcière. Alors c'est vrai que c'est pas très joli si on traduit comme ça, mais le sens est quand même très différent. Et on verra au chapitre suivant que justement, il n'a pas encore tout à fait choisi son corps à ce moment-là. On voit vraiment que il y a quand même une évolution, il y a quelque chose de progressif. Oui, on aurait pu traduire, il penchait déjà du côté de la sorcière. Si on voulait garder ce côté
fluide. Ça aurait été mieux, ouais. Ça aurait été mieux. Voilà. Mais sans critiquer trop les traducteurs, évidemment. Quelque chose qui me touche aussi beaucoup chez Lucy, c'est le fait qu'elle ne suspecte pas le mal. Et elle ne va pas du tout... elle aurait pu être piquante avec Edmund, enfin... peut-être, j'ai moins de qualité que Lucy, je suis peut-être plus orgueilleuse que Lucy, mais si j'avais été à sa place, et que quelqu'un qui en plus c'est le frère qui l'embêtait le plus, qui était le plus méchant sur son histoire, découvrait le monde, et ben, il y aurait eu des « je te l'avais dit, pourquoi tu m'as pas cru, tu vois que je disais la vérité, et tu m'as embêté », enfin, elle aurait pu enfoncer le clou bien profondément. Et non. Sa réponse, c'est la joie, c'est le plaisir de partager cela, et oui, rentrons, dit Lucy. Oh Edmund, je suis contente que tu aies pénétré toi aussi à Narnia, les autres seront bien obligés d'y croire à présent, puisque nous y avons été tous les deux, comme cela va être amusant. Et elle met du poids à la parole de son frère. Toi aussi tu connais, donc ils vont nous croire parce que toi tu es mon grand frère et que tu l'as vu aussi, donc maintenant on est les deux ensemble. Elle a cette idée d'unité. Elle ne suspecte pas du tout qui pourrait réagir autrement, et c'est touchant, c'est triste parce que elle ne suspecte pas le mal chez Edmund. C'est une qualité biblique, c'est quelque chose qui est encouragé dans la première épître aux Corinthiens, d'avoir un amour qui ne suspecte pas le mal, qui est bon, qui est patient. C'est d'ailleurs un très joli texte, 1 Corinthiens 13, qui donne une très belle définition de l'amour. Mais là, Lucy est dans cette définition de l'amour. Elle ne suspecte pas le mal, elle pardonne tout, très vite. Elle ne parle même plus des manquements de son frère, mais elle est heureuse de partager ça avec lui. Et malheureusement, cet amour, cette bienveillance ne va pas être appréciée à sa juste valeur par son frère. Et justement, on verra dans le chapitre prochain comment ça va se passer dans la réalité. Et ben, on vous retrouve au chapitre prochain. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.